Ok. Bonjour Daniel, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Rafiou. Très bien. Et toi? Donc la première question, elle est toute simple, hein. C'est de pouvoir comprendre la vision. L'idée, c'est de comprendre la vision et l'aspiration qui vous a amené à créer Yous, en fait. Donc, quand, quand on parle de Yous, quelle est la première image qui vous vient directement? Mhm. Quelle est Salut. cette première image qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de Yous? La première image qui me vient en tête. En fait, Oui. l'image qui me vient en tête est toute simple et c'est aussi une image qui nous renvoie un peu à notre mission. C'est d'être parmi les pionniers qui vont baliser le terrain pour permettre justement aux autres entreprises qui viendront après nous de pouvoir se saisir de ce qu'on aura aider à modéliser, à redécouvrir comme principe pour pouvoir construire dessus, en fait, se baser là-dessus pour construire avec. Et en fait, je vois bien Yux comme ce contributeur-là qui vient baliser un chemin. Et la réponse à cette question est même dans le nom parce que Yux veut dire Yon ou UX. Et Yon, c'est le chemin en Wolof. Et donc, en gros, ça contribue à baliser le chemin de l'UX. Ok, c'est assez intéressant. Je ne savais pas que ça veut dire ça, hein. On apprend ça. Oui, c'est vrai. Alors, euh, pourquoi le domaine? Pourquoi avoir choisi ce domaine? Parce que déjà, c'est vrai, vous êtes des pionniers, hein, rien à dire en Afrique. Je dirais toute l'Afrique, vous êtes des pionniers quand même. Ça, c'est un fait, quoi. On ne va même pas revenir dessus. Mais pourquoi ce domaine? Pourquoi? Puisque là, les gens se disent, c'est pas un domaine qui donne de l'argent, c'est pas un domaine où il y a de l'avenir, mais pourquoi se fixer? D'abord, si je ne me trompe pas, au départ, vous, même jusqu'à ce jour, vous êtes dans la recherche utilisateur, n'est-ce pas? Plus Oui, dans la recherche utilisateur. Alors, oui. pourquoi le domaine de la recherche utilisateur, déjà, au départ? Mhm. En fait, au départ, c'était pas du tout ce qu'on avait projeté. Au départ, nous, on voulait vendre des ateliers et aider juste les entreprises à construire de meilleures offres de services. Et parce que mes associés, donc par exemple Yann avait un background en accompagnement de start-up, en tout cas en Afrique, avec des études d'ingénieur. Notre cofondatrice Camille avait un background en design produit industriel et après finalement travaillé aussi dans l'accompagnement de start-up. Donc en fait, les deux avaient une orientation un peu plus orientée structure d'accompagnement pour les entreprises et pas forcément euh, une orientation produit dès le départ. OK. Mais quand on a commencé à travailler, on s'est dit, on va faire des ateliers, on va aller voir des entreprises, on va travailler. En fait, à l'époque, ça s'appelait des ateliers d'open innovation. Donc, en gros, on mettre les employés ensemble avec des consultants et avec des membres d'une communauté, pas une communauté digitale sélectionnée comme ça sur le volet. Et après, les mettre ensemble pour dire, en fait, permettre aux employés d'avoir la réalité de ce que ces communautés souhaitaient faire comme suggestion. Et derrière aussi, ça permet à l'entreprise d'écouter mieux ses employés dans un autre contexte. Typiquement, c'était l'occasion pour un employé qui avait beaucoup de mal à s'exprimer en réunion ou à faire des propositions formelles, de pouvoir cette fois-ci voir ses idées être prises en compte et surtout formalisées par des gens qui ont la méthode pour le faire. Et c'était nous. Mhm. Nous avions en fait cette intention-là au départ, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que tout ça n'était pas nourri préalablement par quelque chose de tangible. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'idées, de très bonnes idées, venant soit des employés de la communauté, mais c'était toutefois des idées de solutions. Et on avait toujours du mal à remonter les problèmes réels auxquels c'était lié.
Et donc, c'est comme ça. Au fur et à mesure, on a compris qu'il fallait faire un peu plus de recherche, parler un peu plus à ceux qui vivaient les problématiques et pas seulement ceux qui proposaient des solutions, pour pouvoir juger en fait finalement de la pertinence des solutions qui étaient proposées. Et c'est ça qui s'est passé. Au fur et à mesure, on est parti sur le terrain pour découvrir ça. Et c'est pas tout de suite venu de nous, c'est venu des entreprises elles-mêmes qui se sont dit, ben en fait, nous on a besoin de comprendre davantage nos utilisateurs. On a besoin en fait d'écouter davantage les personnes qu'on sert. Et comment on fait ça? Comment on y arrive? Et ben fort heureusement dans les méthodes de design qu'on utilise, il y a cette partie recherche utilisateur et qui, à force de faire, s'est avéré être le plus gros besoin de notre marché. Et on est resté dedans. Ok. Là, ça vous a pris combien de temps avant de trouver le fit? Ça nous a pris pas beaucoup de temps de nous rendre compte qu'il y avait un gros besoin au niveau de la recherche utilisateur, parce que c'est venu au fil des sollicitations. Et donc, les 2 premières années, nous étions d'abord focus sur tout ce qu'on dit UX UI, donc la conception d'interface et la conception de parcours utilisateur sur le digital. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un besoin beaucoup plus large hors digital. Donc, il y avait, en fait, il y a beaucoup de solutions digitales, mais là, on parle de 8 ans, 8 à 10 ans en arrière. Même si les téléphones portables étaient répandus, même si les smartphones étaient répandus, il y avait beaucoup, on va dire, l'essentiel des solutions proposées et devrait d'abord être bien réfléchi au niveau opérationnel, logistique, et ensuite seulement sur le plan digital. Et même parfois, certaines solutions avaient des problématiques de business model qu'il fallait adresser. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte très vite dans les 2 premières années qui suivaient notre lancement. Donc, effectivement, nous avons pas mal. En fait, quand nous sommes lancés, Hmm. nous avons commencé à fournir essentiellement du service, des services en tout en design UX, et Hmm. c'était accompagner les entreprises dans tout ce qui est création d'interfaces digitales et les accompagner surtout un peu à optimiser le look and feel de leurs applications mobiles, les applications web. Et au fur et à mesure, le besoin était beaucoup plus grand derrière. On a commencé par d'abord essayer de valider ce qu'on produisait à travers des tests utilisateurs. Et au fur et à mesure, on est allé un peu plus loin à travers de la recherche en amont. Et en fait, ça nous est venu de plus en plus aussi des demandes des clients qui nous sollicitaient pour pouvoir faire de la recherche utilisateur, de la compréhension, en fait, des besoins utilisateurs avant d'aller sur de la conception d'interface. Et ça, c'était bien. Mhm. Maintenant, le shift vers la recherche de manière plus ou moins intégrale, même si aujourd'hui on fait toujours ces services UX UI, Oui. le shift vers la recherche est venu au fur et à mesure quand on commençait à travailler sur des problématiques un peu plus larges que le digital uniquement. En fait, les clients euh, présenter des problématiques qui consistaient justement à concevoir des services, euh, par exemple pour des ONG spécialisées dans l'urgence humanitaire, des services pour, on va dire, en lien, faisant les ponts entre les populations, entre les bénéficiaires finaux et les gouvernements, par exemple. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, le digital pouvait représenter peut-être 25 ou 20% du besoin, mais que l'essentiel était vraiment dans tout ce qui était mettre en place le service en lui-même, mettre en place un service qui lui était optimal, un service qui lui apportait une vraie valeur ajoutée
aux utilisateurs parce qu'on avait compris quelle était leur problématique et surtout un service qui prenait en compte leurs contraintes. Voilà, donc typiquement, si on va dans un village et qu'on veut concevoir une solution de monnaie électronique pour permettre, par exemple, à des familles défavorisées de recevoir des jetons chaque jour afin d'envoyer leurs enfants à l'école, c'est enfin de recevoir des jetons qui vont permettre en fait aux familles euh, de aux enfants plutôt de ces familles-là de bénéficier d'une cantine gratuitement, donc une cantine subventionnée. Si jamais on voulait distribuer ces jetons, derrière la solution digitale magnifique serait de faire une application mobile Mhm. ou encore d'envoyer de l'argent sous forme mobile money, mais en réalité qui serait détourné tout de suite, voilà. Ou encore une application mobile qui serait pas adoptée. Et donc il faudrait réfléchir à un système qui matcherait à la fois les contraintes de ces parents et de ces élèves-là, donc leur réalité, et le besoin de vouloir livrer ce service à l'école, ce service de cantine. Et typiquement, quand on réfléchit à une question comme ça, le digital, c'est peut-être 10% ou 20% de la solution. L'essentiel de la solution sera purement logistique, sera purement une approche opérationnelle et parfois même une approche de modèle économique. Ici, notamment, le but, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est de pouvoir motiver et de pouvoir après, derrière, rendre compte de manière fidèle de ce qui s'est passé avec ces subventions accordées. Donc, c'est vraiment ça. C'est une forme de, vas-y, c'est une forme d'évolution qui s'est imposée à nous au fur et à mesure qu'on touchait à des problématiques plus larges que le digital. Et ça nous a pris autour de 2 ans. Il nous a fallu 2 ans. C'est pas comme si on l'avait décidé, mais au bout de 2 ans, on se rendait compte très clairement qu'au fur et à mesure, il fallait aller vers ça. Et après, il y a eu le Covid. Oui. Et le Covid nous a forcé à revoir nos processus, à revoir notre manière de travailler et même aussi, finalement, à travailler avec plus de clients, bien sûr, dans la tech, mais qui, eux, voulaient saisir un peu cette partie qui était non tech, qui était beaucoup plus service oriented. Et on était là pour pouvoir répondre à cette demande. Ok, c'est bien. En tout cas, c'est assez clair. Maintenant, je comprends mieux l'histoire. Parce que quand on va sur le site web, on n'a pas cette histoire, le nom, d'où ça vient, la motivation, d'où ça vient. Euh, Au départ, quand j'avais proposé le nom, parce que j'avais proposé le nom à l'ami pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut recueillir l'histoire, parce que Youssef fait énormément de boulot. En fait, c'est à féliciter. Elle est partie, elle a fait quoi? Des heures, on n'a pas trouvé d'informations, quoi. Ni les noms des fondateurs. J'ai dit, t'inquiète, les fondateurs sont en bas. Quand tu vas découvrir, tu vas voir les fondateurs en bas. C'est eux là-bas. Ils essaient de ne pas trop, voilà, se mettre, ils mettent plus en avant leurs collaborateurs qu'eux-mêmes. Donc, en une phrase, comment est-ce qu'on peut résumer votre mission en une phrase, en fait, comme ça? Si on voulait résumer votre mission en une phrase. Notre mission au quotidien, c'est d'apporter des outils pour permettre en fait aux populations africaines d'être capables de concevoir euh, tout ce qui est produits et services de leur quotidien. Et c'est vraiment ça. Tous les jours, on réfléchit à quelles sont les facilités qu'on peut mettre en place, quels sont les outils, quels sont les processus qu'on peut mettre à jour pour permettre justement à n'importe qui de se saisir de ça, des processus de conception, Hmm, afin qu'il soit un acteur hmm. Ok, par lui-même. Ouais. ok, assez intéressant. On n'a pas encore fini, hein, j'espère. On a encore quelques minutes. J'espère que tu as quelques temps encore devant. Il n'y a pas de souci. Ok, allons-y. Bon, là, on va tomber sur tout ce qui est histoire et bon, histoire, voilà. Là, au départ, tu nous as parlé du nom, la naissance du nom, comment est-ce que le nom est né, le chemin, voilà. Mhm. Et comment est-ce qu'ensemble, avec vos compétences de trio, vous avez arrivé à consolider un service après une période, enfin, après 2 ans d'essai, voilà, et de consolidation.
Donc, c'est de voir quel est au cours de ce parcours, que ce soit tout ce parcours, une histoire, une personne, un produit, une action qui vous a plus marqué. Un produit, une action, un projet qui vous a plus marqué. Et Mhm. voilà, c'est ça, allons-y avec ça. Oui. Ah bon, en fait, ça dépend ça dépend du point de vue. Mm. En fait, il y a plusieurs ordres de lecture. Sur le plan de l'entreprise, je crois OK. que ce qui a complètement changé notre façon de faire de la recherche ou de faire le design, c'était de travailler avec une entreprise comme GSMA. GSMA, qui est en fait l'association des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde. Et ce sont les organisateurs du MWC, donc le Mobile World Congress, qui est un rendez-vous d'innovation technologique à Barcelone. OK. Et en fait, avec eux, on a travaillé pendant 3 ans dans le monde agricole. Et pendant ces 3 ans, on a vu beaucoup de choses très intéressantes. On est allé au fin fond du Rwanda, on est allé au Bangladesh, au Ouais. Pakistan. Donc, on a vu pas mal de structures sociales différentes qui nous ont enseigné plein de choses. Il y a une anecdote très intéressante au Rwanda, c'est que on avait, en tout cas avant nous, il y avait les agriculteurs devraient être payés en mobile money. Mhm. Avant Oui. qu'on arrive, hein, c'était une solution qui existait. Et leur hypothèse, c'était que en fait, le fait de payer les agriculteurs sur le mobile money allait booster leur utilisation du mobile money. Oui. Après avoir lancé le projet 2 ans après, ils se sont rendus compte que en fait finalement ça bougeait pas tant que ça dans cette zone-là. Ils dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans l'une des missions qu'on avait avec GSMA, on a découvert que il y avait un comportement, peut-être pas chez tous les agriculteurs, mais quelques-uns, qui lorsqu'ils recevaient leur argent, enfin lorsqu'ils recevaient leur argent, ils allaient chez le cabinet avec la carte SIM MTN, Mobile Money, ils remettaient chez le cabinet comme si c'était une carte monétique, quoi. Vous connaissez un peu Oui. comme si j'allais à la banque et puis j'introduisais ma carte La et le carte cabinet dedans. réintroduit. Exactement, et le cabinet réintroduisait la carte dans son téléphone, Portable. tapait, faisait la transaction, retirait l'argent. Et Mm. il lui reprenait la carte, il repartait avec à la maison et il rangeait la carte dans son coin, quoi. Comme Mm. si c'était une carte monétique. Du Mhm. coup, à la question de pourquoi tu as cet usage-là, mais tout simplement, il dit, mais oui, mais ça, c'est l'argent. Et je Mhm. vais pas mélanger ma vie privée, ma vie personnelle avec l'argent. Tout comme pour nous, c'est évident qu'on n'a pas, donc on a ces cartes d'identité qui ont un certain usage, on a ces cartes monétiques qui ont un certain usage, on a notre téléphone portable. Bien sûr, aujourd'hui, dans le monde urbain, c'est un peu mélangé tout ça. On a tout sur notre téléphone, usage privé, professionnel, tout est sur notre téléphone. Maintenant, dans sa tête à lui, c'était pas comme ça. Et bah, c'est normal que l'usage du mobile money soit pas boosté dans cette région, tout simplement Mhm. parce que voilà, les personnes qui reçoivent les salaires ou qui reçoivent leur argent dessus Mhm. retirent l'argent tout de suite et puis ça s'arrête là. Ils vont pas faire d'autres achats, ils vont pas acheter du crédit avec. S'il faut Oui. acheter du crédit, ils vont repartir chez le cabinet, donner du cash et acheter du crédit. Ça Oui. sera ce comportement-là. Et donc, du coup, derrière, l'idée de vouloir les payer par mobile money, insister à le faire, n'était pas en soi une solution. Donc, il y a eu des anecdotes comme ça. Et Mhm. jusqu'aujourd'hui, on continue d'en avoir. Et oui, je crois d'un point de vue business, c'est ce partenariat avec GSMA qui a duré 3 ans, Mhm. qui nous a beaucoup maturé, nous a emmené sur des sujets beaucoup plus élevés que ceux qu'on traitait auparavant. Mhm. Après, à titre personnel, en termes d'innovation urbaine, on a beaucoup travaillé avec une startup du nom de InTouch au Sénégal, qui était une fintech. Et on les a accompagnés. Et je pense que c'était une très bonne expérience humaine d'être finalement comme si on était
euh, on va dire, membre de l'équipe Mhm. de cette startup-là. Pendant 2 ans, on a travaillé avec eux. On allait dans leur bureau, on avait un bureau chez eux. Donc, c'était vraiment humainement très intéressant de voir surtout comment une startup se développait. Et comme nous-mêmes, on était en train de créer notre entreprise, de faire évoluer notre entreprise, c'était on va dire, un bon benchmark en temps réel. Et on a beaucoup apprécié ça. Et surtout qu'aujourd'hui, InTouch, c'est une entreprise qui a explosé les records dans son domaine. C'est une des plus grosses fintech qui transacte aujourd'hui près de 10 milliards d'euros par an. Et c'est vraiment une belle réussite qui est aujourd'hui dans plusieurs pays. Donc ouais, c'est beaucoup de fierté d'avoir contribué au premier jour de cette boîte et même d'ailleurs le logo de Intouch a été fait par Camille, mon associé. Et c'est beau. En fait, finalement, on n'est rien face à l'évolution, face à de telles trajectoires. On représente pas grand-chose dans le parcours de ces entreprises-là, mais c'est vraiment réconfortant de se dire, bon, quand même, on a été témoin, en fait, de la création d'un géant aujourd'hui ou d'un futur géant au Sénégal, dans tout ce qui est technologie financière. Mm. En tout cas, c'est bien. Ça fait, en tout cas, c'est émouvant. Euh, Déjà, moi, je vois quelque chose qui se dégage. L'autre chose que je voulais savoir, qu'est-ce qui fait la particularité de Youth, en fait? Qu'est-ce qui rend Youth unique? Je vois déjà l'implication, le degré d'implication que vous avez déjà avec les projets. Mais à part ce degré d'implication, qu'est-ce qui vous rend unique? Si on prend, c'est vrai, j'ai pas fait peut-être mes devoirs, mais je ne connais pas une autre agence en Afrique qui fait de la recherche utilisateur comme vous le faites. Même si c'est pas Mhm. le cas, mais prenons une autre entreprise, quelqu'un qui est dans le design d'expérience. Qu'est-ce qui rend Youth différent ou Youth unique à nos yeux, en fait? Oui, en fait, je crois qu'il y a plusieurs écoles dans la recherche. Par exemple, très très simplement, il y a la recherche académique qui va essayer de s'inspirer un peu de principes généraux euh, de la sociologie, de la psychologie pour pouvoir, on va dire finalement un peu les retrouver, hein, retrouver cet écho. Lorsqu'on est sur le terrain, on formalise la recherche de sorte à aller valider à peu près nos hypothèses à chaque fois. C'est normal. Mais après, parfois, on va avoir un référentiel académique pour se dire, voici normalement, psychologiquement ou bien socialement, ce qu'on doit aller checker. Après, il y a une recherche qui est un peu plus empirique. C'est d'aller se dire, OK, je vais plutôt être en mode découverte et de ne pas être trop formel et je vais absorber tout ce qui me sera proposé et je vais en faire quelque chose. C'est-à-dire, je vais essayer de formaliser ça. Ça, c'est un peu, parfois, ça peut aller très loin. Hein. C'est souvent des journalistes qui ont cette approche-là. Il y en a même qui, lorsqu'ils font des recherches d'ordre sociologique, vont aller jusqu'à se faire initier par des chamans, par des sorciers, ainsi de suite, pour justement observer pendant suffisamment longtemps la réalité dans le fond et après, derrière, être capable de décrire tous ces schémas-là. Euh, nous, nous, on pense que les deux se valent. Hein, les deux approches se valent, que ce soit empirique ou académique, mais qu'elles ne peuvent pas s'appliquer dans tous les cas. Donc, on essaye aujourd'hui de trouver un juste milieu à chaque fois qu'on fait nos études sur le terrain, parce que tout ça, c'est bien tributaire du budget, du temps et enfin, du client derrière. Mais on essaie de trouver un juste milieu entre être très, très investi dans, dans la découverte, ok, de manière empirique, et d'un autre côté, être aussi structuré et aussi préparé sur le plan académique pour que finalement notre découverte trouve un cheminement qui soit exploitable d'un point de vue logique.
Donc, ce qu'on fait, par exemple, donner un exemple concret de d'immersion, c'est que nous, on va sur le terrain, hein. C'est vraiment, quand on dit on va sur le terrain, on passe 3 jours, une semaine dans les villages avec les gens. Euh, alors que justement, les autres sociétés qui font de la recherche en Afrique le font pas souvent. Donc, ils viennent avec des 4x4. Ils s'arrêtent un peu loin, en périphérie de la ville. Ils envoient des gens sur le terrain qu'ils appellent des fixeurs, et font un peu ce travail, comme si ce travail un peu d'interprète quoi à chaque fois. Mais je pense que dans tous les cas, nous on essaye de mettre en avant un aspect humain dans ce qu'on fait, que ce soit sur nos projets ou même dans la manière dont on gère notre entreprise. L'aspect humain est très important. C'est-à-dire tout simplement observer, écouter, ne pas juger et entrer dans la réalité de l'autre. C'est vrai qu'on parle d'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Mais entrer dans la réalité de l'autre, c'est pas juste se mettre à sa place parce que c'est très difficile de se mettre à la place de quelqu'un. C'est de finalement en observant voir voir comment est-ce que j'arrive à traduire dans mon langage ce que l'autre vit. C'est vraiment ça. C'est pas parce que se mettre à sa place serait de vouloir vivre les choses telles que lui il le vit, ressentir les choses telles que lui il le ressent. Parfois on a le temps de le faire, mais souvent on n'a pas. Mais se dire ok, ce que j'ai perçu là, est-ce que j'arrive à le traduire à moi par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que je sais déjà, par rapport à ce que j'ai observé. Et s'il y a une traduction, tant mieux. S'il n'y a pas de traduction, à ce moment-là, on sait que c'est une observation totalement nouvelle et on va rester justement, enfin on va la reporter comme ça, quoi, comme quelque chose de complètement nouveau pour nous. Donc on va dire l'aspect humain, il est très important de se dire que on a une approche totalement euh, centrée sur comprendre la réalité des autres, observer, ne pas juger et derrière essayer de traduire ce que l'on sait, faire du rapprochement par rapport à ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas, concevoir que c'est vraiment une découverte pour nous. Donc ça demande aussi de l'humilité, de se dire que bon en fait j'ai fait de la recherche et là j'ai rien compris. C'est aussi ça, et ne pas avoir une approche savante en fait finalement, qui elle reste suffisante, reste très, on va dire très orientée solution et pas orientée découverte des problèmes et des contraintes. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça qu'on a. Et notre principe de base, c'est vraiment d'avoir l'œil de l'expérimentateur. Tu essayes, ça veut dire aussi que tu vas échouer beaucoup. Donc tu vas mal observer souvent et Oui. ouais, aller avec l'humilité de se dire que oui, oui, c'est perfectible, on peut corriger tout ça et que voilà. Je pense que ça nous caractérise beaucoup. Après, est-ce que ça nous différencie tant que ça des autres? Je crois que oui, mais ça nous caractérise dans notre manière de à la fois de diriger l'entreprise et d'aborder nos projets. Hmm. Et je vais raconter une dernière anecdote, c'est que euh, chaque année on a des réunions stratégiques avec tous les employés, Hmm. enfin tous les membres de nos équipes. Et en fait, une fois, il y a un employé qui me dit, mais on a l'impression que chaque année, on entre dans une nouvelle entreprise. Elle dit pourquoi? Elle dit, mais Ouais, on oui. garde presque pas ce qu'on s'était dit l'année dernière comme Canva, comme elle dit oui, mais si on s'est trompé l'année dernière, on s'est trompé. Il faut que cette année, on Mhm. puisse savoir où est-ce qu'on s'est trompé, qu'est-ce qu'on corrige. Et donc, chaque année est quelque part, pas un recommencement à zéro, parce qu'on se Mhm. rend compte qu'il y a des acquis Mhm. et un acquis, c'est quelque chose, on n'y pense même plus, quoi. Si on te dit 2 plus 2 tu connais la réponse, c'est un Oui, acquis. oui. Mais voilà, si on te dit racine carrée de 25, tu connais la réponse. C'est un acquis.
Maintenant, dans le quotidien d'une boîte, on va bien se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a plus besoin de revenir parce que c'est un Oui, acquis. Et oui. mais c'est parce qu'on avait dit que c'était un objectif qu'on allait se donner il y a 2 ans, il y a 3 ans, et qu'aujourd'hui on se rend compte que en fait c'est un acquis. Donc ça c'est beau et se dire que vraiment on arrive à se remettre en question et ça veut dire que on reste humainement perfectible. Ouais. Hmm. C'est intéressant. Déjà, au départ, tout ce que tu as dit, moi, ça me parle parce qu'à la base, j'ai une formation en anthropologie, donc ça me parle, cette immersion, d'aller voir, voilà. C'est du fonctionnalisme clair, c'est le courant par excellence avec lequel on arrive à rentrer dans les sociétés, si on peut le dire, les sociétés primitives, mais non, les sociétés, et essayer de comprendre. Donc, vu votre unicité, votre caractère ou votre caractère unique, comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous se voit dans 5 ou 10 ans? Toujours de la recherche, pas de la recherche, dans quel domaine? Quel domaine vous vient à l'esprit? Les IA viennent d'arriver, pour l'instant, on ne voit pas aussi. Toutefois, je sais qu'avec le Human Centered Design, vous avez une approche orientée IA. Je profite pour dire ça, Euh, mais comment est-ce que vous vous voyez dans 5-10 ans? En fait, c'est très compliqué. Nous-mêmes, on n'a pas la réponse à cette question. OK. Pour être total, parce qu'en fait, on se réinvente chaque année. On sait que euh, on ne se réinvente pas en fonction des tendances seulement. C'est c'est vrai que aujourd'hui, on va dire souvent quand on se projette à 5 10 ans, on va se dire ok, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va changer. Et même avec mes associés, c'est ça, hein, les questionnements qu'on a. Mais il y a aussi un questionnement qui est beaucoup plus subtil, mais quand on se le pose, tout change dans notre façon de voir les choses. C'est se poser la question, qu'est-ce qui va pas changer dans les 5 10 années à venir? Et qui vont constituer en fait des constantes sur lesquelles on pourrait bâtir notre entreprise. Parce qu'au final, c'est ça, c'est de se dire, oui, on peut suivre les tendances. Voilà, il y avait plein de tendances là, le Web3, la crypto, les NFT, plein de choses comme ça. On n'a jamais conseillé à un client à faire un NFT, par exemple. Mais pourtant, c'était une tendance. Et aujourd'hui, il y a toujours, ça existe toujours, cette tendance à tokeniser certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui va pas changer finalement? Les gens auront toujours besoin de services fondamentaux, auront toujours besoin en fait de services de très bonne qualité. Et après, derrière, qu'est-ce que vous mettez comme support ou comme outil pour concevoir ces services de qualité? C'est à vous de le voir, hein, c'est à vous de voir. L'IA, c'est un outil qu'on observe de très près et qu'on a déjà commencé à utiliser. Enfin, ça fait à peu près 2 ans qu'on l'utilise. On l'utilise beaucoup pour faire la recherche quantitative, tout ce qui est analyse quantitative. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, ben, en fait, il nous faut créer par nous-mêmes des outils qui se servent de l'IA. Et comme je le disais en début, au début de la session, c'est que, en fait, on se positionne beaucoup comme des gens qui sont, on va dire, comme une entreprise qui va baliser le chemin, qui va contribuer à éclaircir un chemin. Et ce qu'on fait par ça, c'est qu'on produit des outils. On produit de la connaissance, des articles, on produit des outils, des méthodologies, des choses vraiment actionnables et qu'on partage, soit de manière restreinte à nos clients et aux gens et nos employés, soit de manière vraiment générale sur notre site web ou dans nos communications au quotidien. Et nous, on pense que euh, des outils tels que l'intelligence artificielle vont être demain des supports de base pour concevoir des outils beaucoup plus puissants encore, qui aujourd'hui on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais demain très certainement on aura des services dopés à l'intelligence artificielle à tout va. À tout bout de champ, on pourra le faire. Et donc, nous, c'est ça qu'on voit. On pense que il faut garder cette capacité à s'adapter. Il faut garder cette capacité à se réinventer
à la vitesse qu'elle impose le marché. Si c'est quotidien, si c'est chaque année, si c'est tous les 6 mois, ben en fait il faut le faire. Et cela va de notre approche et de notre ADN, de se dire qu'on observe et de cette observation on déduit qu'est-ce qu'on doit faire finalement. Donc à 5-10 ans, ma réponse c'est ça, c'est de se dire que on continuera à se réinventer, mais je peux pas te dire aujourd'hui quel est le cap exact qu'on prendra. Mais il paraît que la blockchain, a de l'avenir quand même pour l'Afrique. Ce que je veux dire par là, c'est par rapport à, je prends la première, bon, pas la première expérience, mais je prends le premier exemple que tu as donné, c'est-à-dire, euh, Le NFT. non, pas les NFT, mais là où les gens échangeaient leur SIM, voilà. Si Mhm. c'était les NFT, est-ce que ça ne pourrait pas plus les aider? Parce que tu viens de dire que vous ne conseillez pas vraiment trop aux clients de rentrer dans le domaine. Si c'était ça, est-ce que ça n'allait pas bien les aider? Même avec les cantines, est-ce que ça va pas les aider? Ou bien, j'ai dit une bêtise, je sais pas trop quand même. Non, en fait, c'est, on n'a jamais vu qu'une solution pouvait être mauvaise, parce que toutes les Mhm. solutions, hein, c'est des outils. La technologie, c'est un outil, c'est un support sur lequel on se base pour pouvoir apporter un service. Oui, Donc, finalement, la technologie va rester pour nous un canal de service. Et maintenant, la question fondamentale, ça sera juste, est-ce que cette technologie, on peut l'adapter aux problèmes? Si oui, oui, oui. est-ce qu'une fois adaptée en solution pour ce problème, cette solution va être adoptée? Parce que ça, c'est Mhm. autre chose. C'est que c'est facile de créer une solution quand on connaît le processus, mais après, c'est un peu plus dur de faire adopter une solution parce que l'adoption de la solution va justement parfois en fait de la nécessité des populations à l'avoir comme solution. Je te donne un exemple très simple. Au Kenya, il y a un village dans lequel on tweete beaucoup plus qu'on écoute la radio. Alors qu'il est connu de notoriété publique, en fait, que la radio, c'est le média le plus écouté, et notamment dans les villages. OK. Mais les gens étaient plus sur Twitter parce que je sais pas, le préfet du village mettait toutes les annonces sur Twitter. Franchement, sur Donc, Twitter. annonces Ah ouais. de mariage, je sais Oui, pas, les actions à faire, les communiqués gouvernementaux, tout ce qui était officiel était sur Twitter. C'est vrai que tu vas aller au niveau de la préfecture et voir les les infos affiches. affichées, Mhm. mais Tu il lis quoi? disait que voilà, c'était le moyen le plus rapide pour lui d'interagir avec ces populations. Et là, on parle de quelqu'un qui l'a fait en 2012-2013. D'accord? Donc c'est très loin, hein, c'est pas quelque chose de récent. C'est en 2012-2013, il y a plus de 10 ans. 10 ans, ouais. Alors, aujourd'hui, il y a Donald Trump qui le fait, normal. Elon Musk le fait, normal. Et c'est tous des élus. Enfin, Donald Trump en l'occurrence. Oui. Et comme aujourd'hui, d'autres présidents font la même chose. Donc finalement, il faut pas se limiter à la technologie ou à la solution, mais se dire, est-ce que c'est une solution que les gens ont adoptée ou peuvent adopter? S'ils peuvent l'adopter, finalement, quel est on va dire, quel est l'élément, quelle est la motivation en fait qui va les pousser à adopter cette solution. Euh, voilà, donc fondamentalement, on ne conseille ou ne déconseille pas une solution, mais c'est plutôt quand on regarde par rapport à la probabilité que cette solution soit adoptée, ou quand on fait les tests et qu'on se rend compte que bon, elle est rejetée tout de suite, qu'elle est complexe pour les gens, ben, on ne la recommande pas. Mais au final, euh, le débat fondamental va toujours rester sur est-ce que ça c'est nécessaire pour les gens ou pas, quoi. S'il est fondamental pour les gens d'adopter ChatGPT dans les villages ou dans les écoles, les gens le feront.
Il y a pas de frontière en fait, à vrai dire. Oui, la première barrière, elle est de l'ordre de la nécessité. Et une fois que la nécessité est évidente, les gens l'adoptent, la solution. Ok, justement, vu qu'on parlait de comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous voyez en amont, comment est-ce que vous voyez juste dans 5 10 ans, c'est que je voulais juste voir comment est-ce que vous voyez l'Afrique francophone dans 20 ans. C'est-à-dire, et comment est-ce que, oui, c'est un challenge en fait. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien les pays francophones, tu es dans plein de groupes design, on voit ce qui se passe. Quand on prend les pays anglophones, les pays francophones, il n'y a même pas photo. C'est-à-dire que quand on fait un événement dans le design, rien ne se passe, c'est vide en fait. Et puis, quand on parle technologie, même quand on parle technologie au niveau de l'extérieur, aux États-Unis, tout ça là, c'est rare de voir un pays francophone qui émerge dans le lot. Même, Mhm. prenons votre exemple, par exemple. Vous êtes au Sénégal, vous êtes tous des francophones, mais votre site web est en anglais, totalement en anglais. Et vous recrutez plus en Ouais. anglais, même les rapports que vous faites, les rapports sont en anglais. C'est clair, c'est clair. Mais comment est-ce qu'on peut arranger, cela? Comment est-ce qu'on voit l'Afrique dans, francophone bien sûr, hein, dans 20 ans et mieux encore? Et qu'est-ce qu'on peut dire à la jeunesse aujourd'hui, à la jeunesse africaine, ou voilà, à la jeunesse africaine par rapport au domaine design, à l'expérience utilisateur, à la technologie, au digital? C'est vraiment des questions, mais j'espère que tu as retenu. Oui, je recommence. Ah non, c'est bon. Alors, il y a peut-être des sous-questions dans la question. D'un point de Mhm. vue euh, discipline, hein, d'un point de vue discipline, design, que ce soit l'Afrique francophone n'est pas si en retard que l'Afrique anglophone. On Ah, travaille ok. dans les deux parties. On voit très bien que en termes de compétences, hein, Mhm. en termes de maîtrise des termes. Je trouve même que l'Afrique francophone fait beaucoup d'efforts parce que l'essentiel de la documentation est en anglais. Et Mhm. je sais pas si si c'était l'inverse, les anglophones auraient fait cet effort-là. Oui. Donc ça c'est évident. Et tu as remarqué par exemple que nous on est une boîte francophone, mais qu'on travaille beaucoup dans l'espace anglophone. Et d'ailleurs c'est Oui. pour ça que on embauche des anglophones. Mhm. Là, bon, l'inverse n'est pas vrai. Donc, Mhm. il y a très peu de boîtes anglophones qui arrivent à attaquer le marché francophone. Donc ça, d'un point de vue discipline et d'un point de vue marché, il n'y a pas de retard. Maintenant, d'un point de vue contenu, effectivement, les anglophones ont cette capacité à produire plus en termes de contenu. Parce que c'est dans leur mindset de se dire, les anglophones surcommuniquent, hein, et communiquent énormément sur tout ce qu'ils font. Et dans cette surcommunication vient en fait ils sont très prolifiques finalement dans ce qu'ils produisent comme contenu. Au final, tu vas te dire bon, ok, on produit 1000 et dans les 1000 il y a peut-être 900 qui ne vaut pas la peine, d'accord, ouais, voilà. Mais au moins les 100 restants, ça vaut la peine. Et il y a des pépites qui en sortent. Et dans le contenu, je veux dire création d'entreprise, création de projets, voilà, de start-up, proposition de projets même au sein des entreprises, ainsi de suite. Donc, par exemple, en Afrique anglophone, ils ont bien saisi le concept d'intrapreneuriat. Au sein des grands groupes, ils créent des petites entreprises. Donc, par exemple, si je prends Ayoba, euh, c'est c'est un réseau social au sein de MTN, mais qui a été créé, pensé par des entrepreneurs à l'intérieur comme employés de MTN. Et en fait, en Afrique francophone, on a moins cette audace-là de se dire que notre entreprise va dans la mauvaise direction et qu'on va lui proposer quelque chose de complètement nouveau qui va l'aider justement à se redresser ou encore on va prendre un pari, d'accord? On va dire, OK, donnez-nous les fonds ou bien donnez-nous même pas les fonds, donnez-nous juste the stage, genre le podium pour pouvoir lancer quelque chose et même si on se casse la gueule, c'est pas grave. Et c'est là où vient vraiment la différence entre la mentalité anglophone et francophone. Chez les anglophones, ils n'auront pas peur de se casser la gueule.
ils n'auront pas honte d'échouer. Si je reviens sur Ayoba, ça marche pas. Ils auront pas honte. Mais en Afrique en francophone, on aura honte de te laisser te faire, Essayer. voilà, te laisser essayer pour que tu échoues, en fait, Oui. à la fin. On Mm. va dire, mais finalement, c'est notre réputation que tu vas mettre en Par péril, ainsi de exemple, suite. On est plus attaché à ça. Et donc, finalement, d'un point de vue psychologique, si je dois le résumer, le monde anglophone parie sur l'avenir, généralement. Et c'est le cas aujourd'hui quand tu regardes toutes les tractations autour de l'intelligence artificielle et la crypto. Euh, et le monde francophone parie beaucoup sur le passé. Qu'est-ce que tu as réussi dans le passé? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Qu'est-ce qui prouve que tu es capable de le faire? Plutôt que se dire qu'une innovation peut venir de n'importe qui, n'importe où, et aller, en fait, finalement changer même la face du monde. Donc, il y a ces deux mentalités-là qui sont divergentes. Est-ce que l'une est meilleure que l'autre? Ça dépend du résultat qu'on veut. Euh, et je vois bien qu'en Afrique francophone, on a plutôt la mentalité de se raccrocher au passé, rattacher au passé, plutôt que de se tourner vers l'avenir. Et je crois que dans 5 10 ans, d'un point de vue contenu, donc sur la profession et le marché, je crois qu'on est plus ou moins au même stade, mais d'un point de vue contenu, dans 5 10 ans, ce qui devra changer, ça sera en fait tout l'effort, tout le travail à mettre sur le changement de cette mentalité-là, de se tourner vers l'avenir et vers en fait saisir l'audace d'essayer des choses qui vont pas marcher, probablement. Donc ça, c'est à mon sens, c'est l'axe principal de développement du monde francophone. Euh, c'est ça. en tout cas, c'est clair. Euh, En tout cas, c'est clair. On a beaucoup de pistes, énormément de pistes. Il y a certaines questions auxquelles même tu as répondu même en amont. Je suis en train de regarder deux, trois trucs. Euh, ouais, j'ai raté. Oui, voilà. Maintenant, on a parlé de l'entreprise, de l'histoire de l'entreprise, du métier que Youss fait. Maintenant, on va essayer de parler plutôt de toi. On va parler plutôt de toi. Quels ont été les défis que tu as rencontrés? C'est vrai, a eu des défis. En fait, quand je parle de défis, ici, ce n'est pas des problèmes, non. Des défis à relever. Tu as parlé de GSMA euh, au niveau de, euh, voilà, et aussi de cette solution. Voilà. On va plutôt rester sur GSMA, par exemple, mais tout au long du projet, par exemple, quels ont été les défis que tu as rencontrés, que ce soit les défis professionnels ou que ce soit les défis personnels? Voilà. Tout au long de l'entreprise, en fait, parce que quand vous avez créé l'entreprise, c'est vrai, vous avez déjà des backgrounds, vous avez déjà des acquis. Vous pouvez même, tout au départ, chacun peut aller trouver quelque chose à gagner dans son propre domaine en venant dans le nouveau domaine. Maintenant, quel Mhm. ont été les défis? Est-ce que tu avais un doute au départ, tu as voulu lâcher tout, ou bien tu t'es dit non, ça c'est la bonne chose à faire, il faut y aller. Alors, je parlerai pas de moi au titre personnel, ça, à titre personnel plutôt. C'est en fait le chapitre personnel est moins pertinent pour pour on va dire pour l'ensemble de ce qu'on essaie de réaliser, parce que finalement, ce qui compte, bon, je vais reformuler, d'accord? C'est bon. Euh, Merci pour ta question. Parler de moi à titre personnel, ça va être compliqué, très clairement, parce que mais je peux parler au moins de quelque chose qui est très évident. Tu l'as évoqué, c'est le fil rouge qui consiste à se transformer ou encore à se repositionner soi-même à mesure que son entreprise se transforme. Et ça, c'est un peu plus dur.
Et c'est à la fois un défi professionnel et un défi personnel. En fait, moi, ça a toujours été ça depuis le lancement. Et moi et tout le monde d'ailleurs dans l'entreprise, pas que les associés, et même à chaque employé, on demande ça. Cette année, comment tu veux te positionner dans l'entreprise? Mais la question indirecte, c'est comment tu veux, qui tu veux devenir en fait, quelle place tu veux occuper dans la société au sens large, et qu'est-ce que tu veux apprendre, qu'est-ce que tu veux donner cette année en fait à la société. Et c'est une question que moi aussi je me suis souvent posée. Et les évolutions, en fait, c'est que j'ai progressivement occupé un rôle de designer UX/UI, ensuite un peu de product designer, et aujourd'hui un peu plus product manager. Pas, en termes de métier, ça veut dire qu'au départ, je concevais des interfaces. Ensuite, j'ai commencé à diriger des équipes qui concevaient des interfaces. Et aujourd'hui, je dirige des équipes qui conçoivent les produits dans leur entièreté. Donc, c'est pas que les interfaces, c'est tout le produit dans son entièreté, du business, du modèle économique je sais pas, au développement, en passant par les pixels, les logos et tout le reste. Et en fait, chaque rôle, bien qu'ayant un fil conducteur commun, finalement nécessite une transformation différente. Et moi, nécessite une certaine transformation. Et en fait, moi, le défi personnel, ça a toujours été de réussir à opérer ces transformations. Et je peux t'assurer que jusqu'aujourd'hui, pour moi, dans ce nouveau rôle que j'ai de diriger des équipes produits, c'est vraiment de pouvoir m'équiper, donc me former, m'équiper et derrière surtout me faire soutenir, trouver en fait, comme on dit, un noyau dur avec lequel tu arrives en fait à te construire toi-même et à construire finalement atteindre ta mission en tant que manager. Donc c'est toujours ça, on va dire le défi à la fois sur le plan professionnel et personnel, parce que ça nécessite quand même du travail sur soi, de l'écoute, de la formalisation et surtout cette capacité à se remettre en question. Parfois, c'est très dur. Parfois, moi, j'ai connu des années où j'avais l'impression de stagner parce que autant tant d'un point de vue technique, tant sur le plan personnel, parce que justement, j'avais pas compris sur quoi il fallait que je travaille. J'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Et il y avait mes associés ou encore des collègues qui me disaient, ah bah tiens, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Mais en moi-même, je sentais pas que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Jusqu'à ce que je travaille à nouveau sur ce plan-là et que je me rende compte, mais en fait, ce que j'ai toujours aimé, c'est ça. J'ai toujours aimé concevoir des produits, j'ai toujours aimé lancer des choses innovantes, j'ai toujours aimé, par exemple, diriger des équipes multidisciplinaires. J'ai toujours aimé, on va dire, titiller un peu le statu quo. Donc, je veux dire, OK, je vais prendre un domaine comme l'immobilier. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immobilier, par exemple? Aujourd'hui, il y a des sites où tu peux aller, euh, je sais pas moi, voir des propositions euh, pour maisons à louer, appartements à acheter, des trucs comme ça. Mais c'est tout ce qu'on peut faire dans l'immobilier, vraiment. C'est tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, tu peux payer ta maison avec du mobile money ou encore faire des virements bancaires. Mais est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on peut faire? Donc moi, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'intéresse. Et découvrir ça a été déjà un grand pas. Et ce qui peut-être je vais embrayer donc sur une réponse, c'est aujourd'hui comment ça se répercute dans mon entreprise au sein de Yux. En fait, au sein de Yux, pour moi, ça se répercute par la conséquence, c'est en fait créer une nouvelle offre de service destinée aux entrepreneurs, aux innovateurs qui veulent challenger ce statu quo-là.
dans certains domaines. Donc, que ce soit l'agriculture, l'éducation, peu importe le domaine. Moi, aujourd'hui, je suis un peu la figure au sein de Yux qui accepte ces challenges et accompagne ces entrepreneurs ou ces personnes qui veulent prendre des initiatives un peu plus avant-gardistes. Donc, c'est ça que je peux dire vraiment en termes sur le plan personnel, c'est une transformation. Et sur le plan professionnel, il y a des conséquences qui se traduisent par euh, un nouveau positionnement pour l'entreprise et pour les équipes qui nous accompagnent. Voilà, et justement, pour les équipes, comment est-ce que tu arrives? Comment est-ce que tu fais pour trouver le noyau? Parce que là, tu as parlé pour pouvoir avancer, se former, soutenir, trouver un noyau. Voilà. Comment est-ce Mhm. que tu trouves ce noyau? Parce que on sait que ce sont de nouveaux domaines, en fait. Oui. Quels sont les critères sur lesquels, voilà, tu te bases? Euh, je n'ai pas encore de critères en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, en fait, lorsqu'on a commencé avec Lux, on n'était pas connus. Donc, on a attiré toutes les personnes qui avaient entendu parler de design. Généralement, c'était ça un peu. Donc, le meilleur moyen de nous faire connaître, c'était d'offrir de la formation. Et d'ailleurs, les gens nous disaient toujours, ah, ben, vous êtes une académie, vous êtes une école. Quand on citait parmi les gens qui formaient, on citait toujours Yux. C'était bien, mais en fait, on n'a jamais voulu être une académie. Hein. C'est parce que on se disait que c'était le meilleur moyen pour nous de se positionner dans l'écosystème, c'était de pouvoir aussi identifier ceux que ça intéressait. Et pour les intéresser, ben, il fallait une offre. Et la formation était l'offre la plus évidente. Donc, il y avait un besoin, bien sûr, à la fois au sein de l'entreprise et au sein de l'écosystème, mais c'était ce cadre-là, la formation, qui faisait, qui matchait euh, ces deux besoins, en tout cas, qui facilitait ça. Donc au fur et à mesure, c'est ça. C'est que d'abord on a eu des gens qui avaient besoin de venir, qui entendaient parler. Ensuite, on a eu des gens qui étaient formés, c'est-à-dire on a vraiment eu des employés qui sortaient d'écoles de design, qui avaient fait 5 ans, des parcours, ainsi de suite. Après, on a eu des gens qui non seulement avaient la formation, mais avaient aussi l'expérience professionnelle dans le monde du design. Mais aujourd'hui, ce que je recherche beaucoup plus, c'est des personnes qui ont euh, à la fois cet intérêt de, d'innover et de concevoir des produits, et aussi une certaine expérience des domaines dans lesquels ils aimeraient apporter, on va dire une expérience technique, voire on va dire opérationnelle même, des domaines dans lesquels ils souhaiteraient apporter cette innovation. Donc, si quelqu'un dit, bah, je veux révolutionner le monde, je sais pas, du trading de commodities, de matières premières, par exemple. D'accord. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu connais ce milieu? Est-ce que tu as déjà été dans ce milieu pour vouloir transformer ça? Si c'est le cas, d'accord. Et en plus de ça, est-ce que tu as une expertise technique à faire valoir dans l'équipe pour que justement tu sois d'un apport qualitatif finalement, pour que nous tous on soit pas en train de tout découvrir comme comme des néophytes. Donc c'est ça aujourd'hui. Je veux pas dire que c'est un critère de recrutement, mais c'est ce que je recherche. Je veux voir ça. Pour moi, l'accompagnement vers le challenge enfin la formation de ce noyau dur va se caractériser par la diversité de personnes qu'on pourra attirer dans cet objectif-là. Ouais, en tout cas, on a fait le tour quand même. C'est assez intéressant. Parce que depuis toujours, je me demande quels sont les critères. Là, j'ai les critères par lesquels Youss essaie de pouvoir capturer des gens. Je dis, mais quels sont les critères? Un temps, je discutais avec Kalama et puis
puis Gloria. Et même, tu étais là, même, tu disais que non, mais il n'y a même pas de, en fait, il n'y a pas de critère de diplôme, en fait, c'est ce que je veux dire par là. Il Il n'y n'y a pas avait de pas, diplôme, voilà, en fait, effectivement. mais, et ça veut dire quoi? Quelle entreprise recrute sans diplôme? On me dit que c'est possible, mais je n'ai jamais vu. Mais là, je suis tombé sur une entreprise qui recrute pas de diplôme, mais avec des expériences, avec cet intérêt. Mais, Oui. Donc c'est vraiment ça, c'est que si tu veux devenir designer chez nous, aujourd'hui on recrute plus les gens qui ont que l'intérêt, parce que on est un peu une boîte, on a des projets plus matures et on a une équipe beaucoup plus mature. Donc il faut au moins avoir fait des études en design et au moins avoir eu une expérience professionnelle de 6 mois ou un an. Ça c'est vraiment le critère de base. Maintenant, si tu n'as jamais eu de formation formelle en design, à ce moment-là, il faut que tu aies longtemps travaillé dans ce domaine, 4 ans, 5 ans, pour justement suivre le rythme. Sinon, on va trop te materner et ça risque d'être mauvais en fait finalement pour l'équipe. C'est un peu ça. Mais au final, ce qu'on recherche, c'est que si tu as un très bon mindset et tu as une bonne capacité d'adaptation, normalement, quelle que soit l'équipe, ça ne devrait pas te poser un problème, un gros problème. Mais venir avec un minimum d'expérience professionnelle, c'est super. Maintenant, pour la verticale que je lead, donc qui est en fait du product management pour des startups. Là, on cherche vraiment des gens qui apportent une expertise opérationnelle. C'est vraiment ça. C'est on a l'expertise technique d'un point de vue design et développement, mais on veut que si tu t'attaques à un secteur comme je l'ai dit tout à l'heure, le transport de marchandises entre les frontières, par exemple entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, que tu saches de quoi tu parles. Tu vas pas venir dire que oui, ça me plaît et que je veux le faire et que j'ai la volonté de le faire. Bon, d'accord. Je t'écouterai sans problème, mais je te demanderai de prendre 6 mois à le faire d'abord toi-même avant de nous embarquer dans cette histoire. Donc oui. ça, c'est très clairement ce que je recherche sur cette verticale-là, sur ce segment-là pour accompagner des projets innovants. Hmm, hmm. Intéressant. Donc, pour pouvoir finir, toutefois, tu peux peut-être revenir sur des choses si on a oublié, mais pour pouvoir finir, on veut voir comment est-ce qu'on peut inciter les gens. L'idée derrière, c'est qu'à travers cette interview, il y aura un article, comme je l'ai dit, l'interview, la vidéo sera publiée. C'est d'inciter les gens à découvrir d'abord le domaine. Mhm, Bien sûr, le plus fondamental, à découvrir votre histoire, Youss, parce que je ne filerai jamais de le dire quand même. Je le dirai encore le jeudi encore, c'est important qu'on puisse avoir un modèle sur quoi baser. Je prends juste mon petit exemple, en fait. Il y a de cela quelques années, je serais que la communauté design au Togo véritablement existe il y a juste 3 ans. 3 ans. mhm. On est très, très jeunes. Mais il y a des gens qui sont dans le domaine qui ont 5, 10 ans d'expérience. Mais Oui. aujourd'hui, quand on parle de communauté design, on sait où aller, en fait. On les connaît. C'est important d'avoir quelque chose sur lequel les gens s'accrochent. Donc, ce que moi, je veux juste savoir, c'est que, quel est, pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Je ne sais pas, que les gens connaissent Yous ou l'histoire de Yous, en fait. Ça, c'est une Euh, première question. Moi, pour moi, c'est important que les gens connaissent Yous. Voilà. Mais qu'est-ce qui, voilà, c'est la question. Pourquoi c'est important que les gens nous connaissent? Peut-être Oui, en fait, je reformulerai en disant que bon, finalement, le plus important, c'est pas de connaître des personnes ou une société, mais c'est connaître quel est l'héritage en fait de cette personne ou de cette société. Et oui, notre vision, c'est de contribuer à bâtir un patrimoine, euh, on va dire intellectuel. Et ce patrimoine intellectuel, il commence déjà avec les personnes qui passent à Yux. Yux,
personne ne dirait le contraire, vu que c'est une vraie école, c'est un vrai centre de formation, euh, parce que tu peux te toucher à tous les domaines, hein. Récemment, on a travaillé sur un projet dans les satellites et la personne qui travaillait dessus travaillait avant sur un projet d'éducation. Et il dit, mais en fait, tu aurais jamais pensé que je passerais en fait un projet d'éducation sexuelle à un projet dans les satellites. Donc ça, Oui, c'est ouais. c'est vraiment la formation offerte. Et je crois que ça, c'est un héritage. L'autre héritage, c'est tout ce qu'on formalise comme outils, comme principe, comme connaissance. Et c'est quelque chose qu'on pense que, par exemple, vous connaissez le rapport de State of HCD et de State of UX qu'on publie chaque année. Ça c'est la partie publique, mais il y a aussi en interne beaucoup plus de documentation et beaucoup plus d'informations qu'on arrive à distiller en interne au sein des équipes, au sein de avec nos clients, qui sont en fait, je pense pour moi une forme d'héritage. Donc, je crois que s'il fallait connaître, pourquoi c'est important de connaître Yux, au moins c'est important de savoir ce que Yux fait. Euh, et pour savoir ce que Yux fait, bon, je pense que on fait beaucoup d'événements, on participe beaucoup on va dire des keynotes et on publie beaucoup. Et en fait, derrière ça, c'est ce qui nous importe en fait. C'est finalement cet héritage-là de se dire que on aura contribué à déjà permettre à des jeunes de voir un nouveau domaine, de l'adopter et de pouvoir s'épanouir dans ce domaine-là en se basant sur nos outils, tout comme nous aussi, on a été inspirés par d'autres personnes qui ont défriché, enfin d'autres entreprises, IDEO par exemple, pour ne pas les nommer, Nielsen and Norman, qui ont balisé ces domaines-là de manière universelle, de manière internationale. Mais on se dit que bon, finalement, l'Afrique, c'est un morceau assez particulier. Question, qui le fera? Voilà, qui le fera en Afrique et particulièrement qui le fera en Afrique francophone, qui est en fait finalement notre terrain de prédilection. Donc, on n'a pas vraiment la prétention de se dire qu'il faut nous connaître, mais en fait qu'aujourd'hui, il y a des outils, par exemple, le travail qu'on avait fait sur l'iconographie avait été repris dans un livre de design, méthode de design méthode UX par Karine Lallemand. Et nous, c'est ça, c'est contribuer à des petites choses comme ça qui vont demain pouvoir créer du contenu sur lequel on va se baser pour faire plus. C'est ça qui nous importe, très clairement. En tout cas, c'est bien, c'est une masterclass. Je ne savais pas que Karine Adama avait repris une partie. Je vais chercher. Ça Mais parle de quoi? Iconographie, tu disais. méthodologie de conception UX Oui. et Non, sinon, je connais le livre quand même. Je connais le livre. Je disais, la deuxième euh, édition, oui. Il y oui, a un quelle chapitre part? sur l'iconographie. Ouais. Oui, la charte sur l'iconographie. OK. OK, intéressant. Intéressant. J'avais lu, bon, moi je l'appelle, j'adore, Méthode de quand je design m'amuse un UX, peu, ouais. quand je m'amuse un peu, je dis que c'est la Bible de Luis, voilà, je m'amuse un peu, voilà, parce que c'est tellement grand, 700 pages, c'est assez grand pour Ouais. enseigner les bases de Luis, en fait. Voilà, c'est assez intéressant. Maintenant, je continue dans cette lancée de pouvoir connaître l'entreprise et de connaître votre histoire, c'est-à-dire que on voulait savoir en trois mots. D'abord, on avait eu en amont une phrase qui résume la mission de Youth. Maintenant, je voulais voir en trois mots comment est-ce que, quand on dit Youth Design, histoire de Youth Design, en trois mots, qu'est-ce qu'on peut avoir? Quels sont les trois mots qui viennent, qui peuvent venir? Ça peut être un slogan ou quelque chose, en fait. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qui vient en tête pour toi? Bon, moi, je pourrais dire
En fait, je peux te dire, je peux te faire une petite anecdote. Quand moi j'ai découvert Use, je me suis dit, voilà Use, Use Design. Moi, je dis que Use Design, c'est, désolé de le dire comme ça, mais c'est non seul un normal groupe d'Afrique. Point. Il n'y a même pas à revenir dessus. Voilà. Parce que je me suis dit, oui, quand j'ai vu non seulement groupe, quand moi j'ai commencé avec non seulement groupe, je me suis dit, c'est important qu'on puisse avoir une base de données, de contenu comme ça, en français. Et Mhm, là, 2 ans, hein, ça a duré, quoi. 2 ans plus tard, quelqu'un me présente Yous. Non, 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 personne ne présentait Yous. J'ai vu Yam dans un événement. Je suis mhm, parti, je l'ai écrit sur Twitter. Et là, je me suis rendu compte que, mais, il y a une académie, une école. Je ne savais même pas que c'était une entreprise d'abord. C'était après mhm, que j'ai. Donc, moi, comment je définis Yous? Je dis, c'est les pionniers. Je ne dis pas un, non, c'est les pionniers ou c'est le pionnier de tout ce qui est expérience utilisateur, de cet utilisateur en Afrique entière. Il n'y a pas francophone dedans, quoi. C'est en Afrique, en fait. Comme ça que moi, je définis. Mais là, voilà, non, maintenant, en fait, oui. nous, on n'a jamais réussi à se définir comme des pionniers OK. parce que, en fait, en fait, on s'est tout de suite rendu compte que, il y avait beaucoup de travail qui était fait en Afrique de l'Est. OK. Euh, OK. si on prend le Kenya, la Zambie, euh, il y avait beaucoup de travail qui avait été fait là-bas. Et en Afrique du Sud, il y a même des écoles, des universités de design. Là, par exemple, il y a African UX Summit qui va se tenir cette année en Afrique du Sud. Et avant ça, il y avait des initiatives comme les Design Indaba qui rassemblaient quand même des designers de plusieurs disciplines. Donc, je pense que en termes d'expérience utilisateur, il y avait déjà beaucoup de contenu en Afrique anglophone. Il n'y en avait pas en Afrique francophone, ça c'est vrai. OK. Mais on n'était pas les premiers dans le monde francophone. OK. En France, au Canada, il y avait déjà des entreprises et des écoles depuis très longtemps qui avaient déjà adopté cette approche-là UX. Euh, donc nous, on va dire que on a été parmi les pionniers. Euh, qui ont formalisé un peu, enfin, on va dire qu'on, pas qui ont, c'est comme si c'était le passé, on est en train de formaliser ce qui serait cette approche UX dans les projets en Afrique francophone, en Afrique anglophone ou de manière générale en Afrique subsaharienne. Ça, c'est comme ça qu'on se positionne. En fait, finalement, on apprend du terrain. Par exemple, très clairement, on peut aller avec une approche méthodologique qu'on a apprise de nos écoles, enfin des écoles de design. Et quand on va sur le terrain, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, bon, on va corriger un peu et après, on va adopter cette correction et on va la diffuser au sein de nos équipes comme nouvelle façon de faire. Et on va plus loin, on va commencer aussi, depuis l'année dernière, on fait un travail de réflexion sur de nouveaux outils. Donc, par exemple, on a créé un laboratoire qui s'appelle Oui, le Nouda Lab. Voilà, au sein du Nouda Lab, on crée de nouveaux outils. Aujourd'hui, on a une dizaine d'outils qui sont en cours d'expérimentation, parce qu'il suffit pas juste d'imaginer l'outil, mais après, il faut le tourner dans des ateliers, dans différentes étapes de conception et voir son efficacité. Et je pense que cette année, on va rendre public certains de ces outils quand on a commencé à expérimenter. Et en fait, c'est ça, c'est ce positionnement-là où s'il faut dire 3 mots pour, euh, pour décrire Hughes, on va dire un des pionniers, ok, du design d'expérience utilisateur en Afrique subsaharienne, c'est vrai, et un contributeur énorme dans la formalisation des outils euh, pour des outils de ce domaine. Et troisième mot qui vient, c'est, on va dire aussi, on est un peu des rêveurs, si je veux dire oui. ça comme ça.
Parce qu'au final, c'est ça, c'est que on essaye énormément de choses en interne, au point où les gens me demandent, mais est-ce que vous êtes vraiment une entreprise ou bien vous êtes un club d'amis, un club social? Par exemple, en 2021, on a expérimenté un outil, un programme en interne qui consistait à payer un billet d'avion à un designer, ok, dans le pays de son choix. Il passait 2 semaines à un mois et voilà, faire comme une espèce de voyage de découverte pour lui. Et après, de revenir avec un compte rendu de ses découvertes. Des choses comme ça. Voilà. Et en fait, c'est des choses, c'est des initiatives. Et on a voulu même aller plus loin. On a voulu en faire tout un programme pour euh, pour permettre à même quelqu'un qui est à l'extérieur de Yux, en fait, Mhm. de voilà, Bénéficier. un designer comme toi, voilà, de bénéficier de ce Mhm. programme et que ça ne soit pas seulement limité aux employés. Mhm. Après, la seule chose qui nous a stoppé, bien sûr, c'était les finances. Non. Mais ça montre à quel point on rêve pour nous. Et, et parfois, ça paraît irréaliste, en fait. Et ça, c'est une chose parmi plein d'autres qu'on a mis en place au sein de Yux. Mais on avait fait un programme Stanford Seed avec d'autres entreprises dans ce programme de Stanford pour renforcer les capacités des dirigeants. Et en fait, durant ce programme, quand on décrivait les initiatives qu'on avait prises au sein de Yux, les jeunes disaient, mais vous n'êtes pas une boîte, vous êtes un service social en action. Ouais. C'est, c'est un peu ça. Et c'est vrai que parfois, ça donne cette impression, mais nous, on veut quand même se dire, euh, il faut rêver. Il y a beaucoup de boîtes qui ne rêvent plus et du coup ne font pas rêver et personne ne veut y aller. Et pour nous, voilà, je crois que une des choses qui nous caractérise, c'est ça, c'est qu'on rêve ensemble. Ok, c'est très bien. Rêvons ensemble. J'espère qu'on va bien rêver. Parce que le rêve, c'est la chose. Je ne sais pas trop si peut-être qu'on a oublié quelque chose. Tu peux peut-être revenir dessus. Le Youn, ça, je sais que je peux trouver ça sur Internet, mais comment ça s'écrit? Yon, le chemin. Yon, Hmm. Yon, nous on l'écrit Y 2 N O. Excuse-moi. Yon. OK. Oh, oh.